Et voilà, c'est parti pour un grand voyage le long des fleuves Ucayali et Amazone, au Pérou, à la rencontre des gardiens de la forêt amazonienne qui se battent pour la conservation de la biodiversité et des plantes médicinales. Bien. Ce sont des hommes et des femmes initiés au secret des plantes, transmis le long des siècles par les peuples de la forêt. Plus de 1500 km m'attendent entre Iquitos et Puerto Maldonado. On est parti. Iquitos, ville jaillie de la jungle aux confins du Pérou, à la confluence des fleuves Amazone et Ucayali. Aucune route ne relie au reste du monde cette bourgade où je commence mon voyage. L'Amazonie. Je ressens l'appel de cette forêt qui s'arrête aux portes de la ville. La jungle s'étend sur 7 millions de kilomètres carrés entre l'Équateur et le Brésil. Mais en dessous de la canopée repose un trésor dont peu d'entre nous ont conscience de la valeur. Un trésor qui part en fumée chaque année à mesure que la déforestation progresse. Les plantes médicinales recèlent des propriétés vitales pour la santé de l'homme. Elles disparaissent avant même que les pharmacologues aient pu répertorier leurs vertus. Au Pérou, on se soigne traditionnellement avec ces plantes depuis des millénaires. Graines, feuilles et décoctions garnissent l'étal des marchés. Je suis fascinée par ces modestes échoppes où se trouvent des produits qui intéressent au plus haut point les laboratoires pharmaceutiques occidentaux. Ici, entre les allées colorées du marché, se cachent peut-être les molécules qui endigueront les épidémies de demain. Je cherche dans cette foule et cette agitation ce qu'on appelle les gardiens des plantes. Le petit marché de Belém. Bienvenue à Iquitos. Ah si? Muy bien. En Amazonie, chaque jour, l'équivalent de 44 terrains de football sont réduits en cendres et des dizaines d'espèces inconnues partent en fumée. Il est urgent de préserver ce biotope unique. Le gouvernement péruvien s'est engagé à protéger son patrimoine naturel. En associant à ce combat les seuls gardiens de l'Amazonie, les peuples de la forêt. Ces sentinelles vers qui mon bateau me mène. L'Institut de recherche de l'Amazonie péruvienne a créé le projet de Michana. Isaac Penduro le dirige. C'est un projet mené par l'Institut d'Amazonie, dont le centre d'action est la réserve de Michana, créée en 2004. Les actions portent sur le développement communautaire. Nous avons mis en place des activités économiques alternatives aux moyens de subsistance traditionnels. C'est la communauté de Michana? Oui, c'est bien la communauté. Bueno, qué bien. Hola. Buenos días. C'est muy bonito, C'est magnifique, qu'est-ce que c'est? C'est le mamay, qui est justement en floraison. C'est la maison où nous élaborons les produits. C'est en quelque sorte une pharmacie vivante. Bonjour. C'est la señora Bonita et Eva Ravie de vous rencontrer. et Don Pedro. ¿Y tú? Sí, ah, perfecto. Bienvenido. Bienvenue à nos amis français. Perfecto. Bonjour. Encantada. Gracias. Nous avons mis en place un projet d'alternative économique productif qui est de transformer les plantes médicinales en produits. Nous élaborons des teintures, des sirops, des pommades selon la propriété de chaque plante médicinale. Ils vont nous montrer le processus de fabrication de ces produits. Ah, sí, sí. Ah, perfecto, sí.
Il y a un jardin botanique? Oui, nous en avons un ici. Ils me proposent une visite de leur jardin enchanté. La voûte de cette cathédrale domine un monde bouleversant où l'addition des fragilités de chacun construit l'édifice du vivant. Chaque être, en interaction avec les autres, mène la danse de l'équilibre sur le fil de la beauté. La forêt m'apparaît soudain comme un fantastique réservoir de solutions aux maladies de demain. Mais comment déchiffrer le mode d'emploi des plantes dans ce grimoire à ciel ouvert? Ici, c'est un bosquet d'Arusacha. Sens un peu. On peut en mettre sous les aisselles. Son arôme peut parfumer un peu partout. Mais on l'utilise surtout pour les rhumatismes. Et c'est avec cela qu'on va faire notre pommade. Et donc vous plantez régulièrement vous-même les plantes médicinales? Oui, c'est un potager botanique dans lequel nous avons planté des espèces venues de la forêt. Ici, on trouve les mêmes espèces sauvages que dans la jungle. Vous avez une approche qui est quand même très autogérée, c'est-à-dire que vous avez une gestion des ressources naturelles et vous allez ponctionner ce dont vous avez besoin et vous replantez après. Oui, on récolte soit des feuilles, les fleurs, les racines. Si on doit couper une plante, on la coupe bien pour qu'elle puisse continuer à grandir. Nous sommes très vigilants à la gestion naturelle de nos plantes. C'est un sujet essentiel pour nous, la conservation. C'est ce qui nous permet de vivre. Tout ce que nous faisons, apprenons aujourd'hui, c'est pour que nos enfants continuent à le faire. Nous travaillons en pensant à eux, qu'ils apprendront à leur tour à leurs propres enfants. Et la protection de la nature. Et la protection de la nature. C'est le poumon du monde que nous avons ici. Aujourd'hui, il s'agit de transformer les plantes en produits. On ne vend pas des feuilles ni des écorces, mais une pommade ou des sirops. C'est une activité qui démarre. Nous commençons à valoriser nos ressources. Nous retournons au laboratoire, chargé de la récolte d'Arusacha, qui servira à la fabrication de notre pommade. ¿Cómo estaba? Venga. Ça va bien là? Muy calor, hein? Sí. Alors, j'opère qui? Qui je commence à opérer? Eh bien, nous allons procéder à la découpe de la plante que nous avons cueillie pour en faire la teinture mère de la pommade. On la met dans l'alcool à 96 degrés dans ce pot. On fait une macération de 15 jours minimum, maximum un mois, pour que les principes actifs de la plante soient distillés et passent dans le liquide. Ça peut être des fleurs, des écorces, des racines, des feuilles. La teinture est la base de la préparation des pommades. Et après la teinture? Après la teinture, on filtre. La pommade, une fois constituée, aura les mêmes vertus que l'arnica. Les 3/4 des médicaments que nous consommons en Occident sont issus des plantes. Le vœu le plus cher d'Isaac serait de développer ses produits sur le marché international, car au Pérou, la plupart des initiatives locales ne parviennent pas à s'exporter. Pourrait-on imaginer pour les pommades de Michana le même destin que celui de certaines molécules découvertes dans les canopées amazoniennes et qui, sous l'impulsion des laboratoires internationaux, ont inondé les pharmacies du monde entier? C'est vraiment la chimie, c'est magique, hein? Es mágico. Más fuerte. On va pleurer tous les deux. Ese es el mentol. Sí, el mentol. Sí. C'est vraiment de l'arbre à la pommade. Hein. Et dis-moi Isaac, est-ce que l'élaboration
des remèdes par les communautés encouragent un vrai développement durable et une meilleure gestion des ressources naturelles. Est-ce que c'est vraiment votre objectif au sein du YAP? L'idée est d'améliorer les conditions économiques pour améliorer la qualité de vie. À travers une autre approche économique, les communautés profitent directement des ressources qu'elles gèrent. Et elles connaissent maintenant le processus d'élaboration des pommades. C'est une production rentable qui amène des nouvelles ressources pour l'économie familiale. Nous espérons que peu à peu, il se développe. Est-ce que le maintien un peu du savoir-faire, de ces remèdes traditionnels, passe par une pratique quotidienne? C'est l'idée. Il y a beaucoup de savoirs traditionnels qui peu à peu se perdent. Notre projet cherche à sauver ces savoirs avant qu'ils ne disparaissent et leur apporter une valeur ajoutée visant à améliorer l'économie locale. L'Amazonie est un monde à découvrir et nous sommes en train de le faire avec eux. Quel espoir! Exactement. Tu vois, c'est super parce que je vais pouvoir en prendre quelques-uns pour mon voyage à travers le Pérou jusqu'à Puerto Maldonado. Et comme ça, si j'ai un peu mal quelque part, je me fais piquer par des moustiques, je pourrais mettre votre pommade. Si, hein? Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Trop de fois dans l'histoire, les secrets des plantes médicinales ont été pillés par la logique des groupes pharmaceutiques, sans égard pour les communautés qui en étaient les dépositaires. Elles ont le pouvoir d'offrir au monde des médicaments encore inconnus et celui d'exiger qu'on ménage leur jardin sacré au nom de notre avenir commun. Comment t'appelles-tu? Marco, Paolo. Moi, c'est Priscilla. Tu sais où se trouve le port? Ici? Par ici, le port est un peu plus petit. Et il y a là-bas aussi. Parfait. Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Non. Non. Non, c'est pour rire. Je vais porter mon sac. Allez. Alors, je quitte la grande ville en direction du petit village d'El Vencedor sur le Rio Pisqui, à plusieurs jours de pirogue. J'ai rendez-vous avec Edison Ramos, qui est chaman, qui va m'emmener dans la communauté sur le Rio Pisqui pour me présenter sa tante, qui est une chamane très réputée dans la région, qui a une connaissance des plantes toute particulière. Donc je me prépare à plusieurs jours sur le fleuve. Edison, Julio. Qué bien. Hola. Bonjour. Comment vas-tu? Soy muy encantada. Je suis tellement heureuse de te rencontrer. Bienvenue. Merci. Gracias. ¿Cuántos días de viaje? Combien de jours de voyage avons-nous pour El Vencedor? 4 à 5 jours. ¿Sí? Bueno. Ce village perdu au cœur de la jungle nous attend à quelques 500 km au sud d'Iquitos. Je pars y rencontrer Justina, femme chamane, respectée dans toute la région pour son savoir de guérisseuse. C'est parti, notre grand voyage en pirogue. Bueno. El Vencedor, ¿dónde es El Vencedor? C'est ici. C'est une petite communauté de plus ou moins 30 familles. De Shipibo-Conibo. De Shipibo, oui. Les Shipibo-Conibo sont une des ethnies indiennes les plus importantes d'Amazonie péruvienne. Ils peuplent les forêts qui bordent le fleuve Ucayali. La pêche miraculeuse, hein. On se calme. Ne vous parlez pas les poissons.
La rive passe aussi lentement que les jours. Sur les grèves, j'observe le cours des choses qui coulent au fil de l'eau. J'apprivoise le temps, qui en Amazonie s'écoule à moindre débit que le fleuve. Ma remontée vers El Vencedor me conduit aux sources d'un savoir ancestral. Chaque kilomètre gagné vers l'amont me rapproche des profondeurs de la forêt, où les peuples premiers ont forgé les connaissances que continuent à se transmettre les générations d'aujourd'hui. Julio et Edison sont mes compagnons de fleuve, mes pilotes et mes guides. Sans eux, il serait impossible de gagner la confiance des populations Shipibo, souvent réticentes à l'égard des Occidentaux. Notre pirogue est notre maison. Elle nous protège la nuit et nous porte le jour sur le fleuve, qui est la seule voie possible pour traverser le pays. Super bas, hein, avant la mousson, la saison des pluies. On doit faire à chaque fois super attention. Hi, ça y est. On va pousser. C'était des sables mouvants comme ça ce matin. Plus l'objectif se rapproche et plus nombreux sont ces trains de bois fluviaux qui transportent vers Iquitos les stères de la forêt. Les bûcherons œuvrent au plus loin des villes, à l'abri des regards. J'ai devant les yeux les images du drame amazonien, ce va-et-vient incessant qui met à bas les hautes futaies et alimente des trafics clandestins à échelle planétaire. On a ras-le-bol là des bêtes. Soudain la jungle s'ouvre, le village d'El Vencedor apparaît devant le ruban du fleuve. C'est la communauté d'El Vencedor où nous allons passer nos prochains jours. 5 jours de navigation pour ce moment émouvant. Nous débarquons enfin sur la terre de Justina. Bonjour. Akunyatan. Akunyatan, papa. Bonjour. Akunyatan. Elle est très belle, hein? Oh là là. Attends, on me l'a appris. Tu es très belle. Kikin motsa rikimia. Parfois, les voyageurs parlent de la jungle comme de l'enfer vert. À El Vencedor, il me paraît arriver dans un paradis. Est-ce le voisinage avec une nature intouchée qui irrigue de joie de vivre les enfants? Parmi eux, certains développeront en grandissant le don de lire le texte caché de la forêt et d'en interpréter les signes. Je perçois les regards de Justina. J'espère qu'elle mesure à quel point les intentions qui m'ont conduite vers elle sont sincères. Les heures passent jusqu'au soir, installant entre nous deux le silencieux dialogue de la pensée. Grâce à Julio et Edison, les villageois m'ont ouvert leurs bras à mon arrivée. Au cours de la réunion de ce soir, je sens qu'ils m'ouvrent leur cœur. Je rejoins Justina dans sa maison de palme, où elle reçoit ses patients. Ils viennent souvent de loin pour la consulter. Ma fille, ma fille. Es la casa? Rentre, c'est ici ma maison. Bueno, ¿qué es esta exactamente? Qu'est-ce que c'est? Camalonga. C'est pourquoi? Quand est-ce que vous utilisez ce remède? C'est contre le mal de ventre. Ce sont les remèdes que nous préparons à base d'oignons et de plantes.
Comment identifies-tu la maladie? On prend le pouls, on sent l'énergie de la personne en haut de sa tête. Et de là, on sait ce qui se passe. S'il s'agit de mauvaises énergies environnantes, de mauvais esprits, c'est facile à soigner et le patient peut se rétablir vite. En cas de sorcellerie, c'est plus dur et le patient a beaucoup de mal à récupérer. Mon neveu est ici pour se faire soigner car il a des douleurs au ventre. Je vais d'ailleurs l'examiner. Bonjour. Comment te sens-tu? César, son mari, assiste Justina pendant les consultations. Ses douleurs partent de là. Regarde, les mauvais esprits lui font du mal ici. C'est froid et ça lui donne des diarrhées. César va lui aspirer le mal, mais nous pourrons mieux le traiter ce soir pendant la cérémonie. César, s'il te plaît. Le souffle guérisseur. Ah mais il enfonce toute sa tête dans le ventre. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, c'est vraiment, il retire le mal. Il le crache. Bueno, ¿cómo te sientas? Comment tu te sens? Sí, bueno. Mieux? Cuídate, hein? Fais attention, hein? Prends soin de toi. Bueno, que te vaya bien. Et pour moi, para mí, ¿es posible? C'est possible de voir? Il n'y a pas de mauvais esprit, seulement beaucoup de fatigue à cause de la marche. Irak et Justina. Que représente le souffle que tu viens de me faire là maintenant? Je t'ai soufflé avec cette eau fleurie que j'ai préparée pour que tu retournes chez toi en bonne santé. Je t'ai mis des protections qui t'accompagneront. Merci. Merci Dans beaucoup. ton pays, je serai avec toi à travers mes rêves et mes visions. Tout ce qui n'allait pas dans ta vie ira bien. À présent, tu es protégé. Maintenant, on va aller chercher de l'ayahuasca et des plantes en forêt pour la cérémonie de ce soir. Allez, viens, on y va. Alors, je vous accompagne. Raphaël, le petit-fils de Justina, nous rejoint. Elle le forme à sa science des plantes et caresse l'espoir que son disciple perpétue son savoir.
Pour chaque maladie décelée, Justina puise un remède dans la luxuriance de la jungle. La connaissance des propriétés des plantes a conduit les chamans à entretenir un dialogue avec la nature qui les entoure. La forêt pour eux est plus qu'un jardin botanique. C'est un être vivant dont chaque plante, chaque arbre et chaque animal est une manifestation de la vitalité. Justina nous conduit dans la forêt. Les voûtes se déploient sur des milliers d'hectares. Elle en connaît chaque recoin, chaque murmure, chaque parfum et possède une cartographie mentale du millier d'espèces médicinales auxquelles elle a recours. Elle protège, replante, prélève ce dont elle a besoin dans sa collection à ciel ouvert. Nous allons emprunter ce chemin, Priscilla, pour trouver des plantes médicinales. Cette forêt recèle tout ce dont nous avons besoin pour constituer nos remèdes. Parmi les 119 plantes de base utilisées dans la fabrication de nos médicaments, 75% auraient été découvertes par les populations indiennes. Ces plantes recèlent des molécules au pouvoir guérisseur. Ici, vous trouvez toutes les plantes dont vous avez besoin pour vos remèdes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des plantes qui sont plus difficiles à trouver qu'avant? Ici, nous en avons encore beaucoup. On trouve tout ce qu'on veut. C'est comme une pharmacie naturelle. C'est une forêt magique. Une vraie pharmacie naturelle. Fantastico. Bueno. Regarde, c'est un remède que tu donnes à boire aux enfants quand ils sont proches de la mort. Tu le fais bouillir et tu lui donnes une cuillerée chaque matin. Cette plante est purgative. Cette même résine arrête les hémorragies et guérit les brûlures. Perfecto. Elle sent délicieusement bon cette plante. C'est un autre remède. C'est le cachitapon. On l'utilise quand une femme n'arrive pas à tomber enceinte. Il faut la manger chaque matin. Goûte, c'est sucré. Ça, on peut la croquer comme un radis. Il faut diéter cette plante pendant plusieurs semaines avec un régime strict. Pas de sel, de sucre, de porc ni de matière grasse pour que l'énergie de la plante puisse agir. Et après ça, 3 enfants. Pour la bonne cause, hein. Je vais peut-être pas trop en manger parce que je vais avoir trop d'enfants après. Et Justina Choco, est-ce qu'il y a des plantes que tu ne connais pas encore et qui pourraient servir pour des remèdes de demain? On teste de nouvelles plantes pour soigner les nouvelles maladies. Ce sont les esprits pendant les cérémonies qui nous disent quelle plante prendre. Si l'une ne marche pas, on en essaye une autre. La nature est loin d'avoir livré tous ses secrets. Il en reste encore beaucoup à découvrir en forêt. C'est fantastique pour les remèdes du futur. Alors, on s'enfonce dans la forêt pour aller chercher de l'ayahuasca pour les cérémonies de ce soir. Ça, c'est l'ayahuasca du serpent que j'ai planté. Il y a une grande liane là-haut. Monte la couper. L'ayahuasca est la première plante maîtresse de notre médecine. Ça, c'est une grosse liane. Elle nous apporte des visions et soigne les patients. C'est elle qui nous enseigne notre savoir. Nous l'utilisons pendant les cérémonies de guérison. C'est par elle que j'ai commencé mes nombreuses diètes pour devenir guérisseuse. La liane d'ayahuasca permet de se connecter avec l'invisible, le monde des esprits qui te guide.
J'ai pris alors contact avec les esprits de la nature, les animaux, de l'espace. C'est l'esprit de la plante qui me dit « Regarde, c'est cette plante que tu dois utiliser pour soigner. Voilà comment tu dois la préparer et voilà la quantité à utiliser. » Maintenant, on va aller la préparer. Comment les chamans ont-ils pu parvenir à créer des médicaments à partir de savants mélanges de plantes? D'où tirent-ils leur science? Le soupçon d'une médecine fondée sur le hasard expérimental ne tient pas, lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes majeures dans la forêt amazonienne. Si les chamans avaient procédé à l'aveugle, ils n'auraient eu qu'une chance sur 6 milliards pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, les ethnobotanistes reconsidèrent les théories sur l'esprit des plantes. La communauté scientifique étudie avec intérêt ce savoir ancestral et les sciences chamaniques autrefois conspuées. On broie l'ayahuasca pour extraire l'amertume de la liane. On la cuit ensuite avec la chacruna, qui est une autre plante maîtresse. La première donne les nausées, la deuxième les visions. C'est grâce à ces deux plantes de guérison qu'on obtient le nectar qui sera bu en cérémonie. Justina Choco, est-ce que pour toi c'est important d'avoir quelqu'un comme Raphaël afin de transmettre ton savoir, ta connaissance des plantes? Oui, c'est essentiel de transmettre ma connaissance psychomagique à mon petit-fils pour qu'il puisse à son tour l'enseigner. J'aimerais que la médecine traditionnelle de mon peuple ne se perde pas et que la protection de nos forêts soit respectée. Comme le dit ma grand-mère, la protection est chaque jour, chaque heure. On protège nos forêts, chaque plante, chaque fleur. On ne les laisse pas mourir. Nous les protégeons. Combien de temps est nécessaire pour la cuisson de la plante? 6 heures. 6 heures. On va la raffiner. Ça va cuire pendant 6 heures. Nous allons chanter pour ouvrir l'univers de l'ayahuasca pour que nos visions soient fortes ce soir. Les heures s'écoulent avec douceur au rythme des activités quotidiennes. En fin de journée, la préparation est filtrée. Dense comme du sirop, couleur de miel, le remède d'ayahuasca est pourtant terriblement amer, presque intolérable.
Le soir tombe sur notre insouciance. Nos jeux se poursuivent jusqu'à la nuit. Alors c'est l'heure de la cérémonie. Ça se passe dans la maison de Justina, sous une moustiquaire géante. Oh ya, Choco. Le rituel commence à la nuit tombée et se prolonge jusqu'au petit matin. Chaque patient peut participer librement à la cérémonie autant de fois que le chaman le jugera nécessaire. L'expérience mystique n'est pas une pratique intégrée à nos cultures, et pourtant j'ai répondu à son appel sans peur. J'ai tenté de connaître cette vieille tradition et d'en comprendre les mécanismes. Dans l'autre monde, il est facile d'identifier la maladie. Les racines du mal sont parfois psychologiques, organiques ou spirituelles. Quand on boit le nectar, on absorbe les esprits des arbres dans notre corps et on attend que l'ivresse arrive. J'entre alors en contact avec les esprits en chantant. C'est en suivant ces chants enseignés par les plantes que je peux soigner. Impossible de se débarrasser du goût amer du breuvage. Chacun de nous est secoué de douloureuses nausées. Mon esprit quitte mon corps. Le temps et l'espace se dissolvent dans une lumière irréelle. Les natifs appellent l'ayahuasca la purge, le remède ou la médecine. Cette plante psychoactive, provoquant des états modifiés de conscience, est utilisée pour soigner, pour communiquer avec les esprits et pour le voyage de l'âme. Je flotte en moi-même. Les visions deviennent plus noires et menaçantes aux frontières de la mort mentale dès que la peur s'empare de moi. Mais les mélodies sacrées dont Justina enveloppe l'atmosphère de la pièce me guident et m'empêchent de sombrer. L'esprit est aiguisé, pointu, flexible. Les pensées et les images arrivent par vagues. Peu à peu, je pénètre le monde des esprits de la nature. Je sens la présence de l'anaconda à mes côtés, considérée comme la mère de la plante. Je ne sais plus qui de lui ou de moi est le serpent. Le volume des chants augmente, ponctué de haut-le-cœur et de vomissements. Les chamans ne s'arrêtent pas à l'apparence des choses. Leur regard perce la transparence du tout-être, explorant le plus profond de la psyché, décryptant les mécanismes mêmes de la pensée pour que se révèle ce monde invisible. Il m'est donné de voir ce rapport étroit avec la nature qui nous entoure. Les visions de l'univers se multiplient. Les êtres vivants, le cosmos, les plantes, l'eau, les animaux m'apparaissent intimement liés dans un tout universel. Les sciences occidentales cartésiennes rejettent l'irrationnel. On oublie qu'avant d'écrire le discours de la méthode, Descartes affirmait l'avoir rêvé.
Un rêve n'est-il pas un état modifié de la conscience? C'est avec respect que je me suis aventurée dans ce voyage chamanique, pour mieux comprendre l'étroite communion de l'homme et du vivant. Bonjour. Ce que j'ai entrevu m'éclaire sur les fantastiques capacités de l'esprit humain et m'offre un nouveau regard sur la nature. Invitamos a las autoridades, tanto agente municipal et señor teniente gobernador, lo que véngase. Tout le village se prépare à la fête de ce soir. Les visages décorés des femmes deviennent des tableaux vivants. Chaque dessin géométrique symbolise l'univers d'une plante qui s'enroule au gré des formes du visage. La femme porte ainsi sur elle un peu de la beauté de la forêt. Oh Justina, qu'est-ce que tu fais? Que pasa, Justina? Aïe après. Ah, c'est vrai que tu me peins le front. De génération en génération, la tradition Shipibo se transmet oralement. Les légendes, les danses, les chants, le tissage et la connaissance des plantes. Le masato, boisson fermentée à base de manioc, ouvre les festivités. La fête à laquelle on m'entraîne célèbre un bonheur simple, celui d'être en vie, ici et maintenant. Nos danses confient aux étoiles la joie d'avoir été ensemble. Je garde au cœur cette moisson de souvenirs récoltés avec Justina, César et Raphaël, gardiens d'un savoir ancestral. Hola, señor. Buenos días. Après 3 autres jours de pirogue, je m'envole jusqu'à Puerto Maldonado, à quelques 800 km au sud-est. L'Amazonie est un sanctuaire de la biodiversité. Elle abrite 23 écosystèmes différents et renferme la plus grande concentration d'organismes biologiques de la planète. Les scientifiques estiment qu'il représente plus de 30% de l'ensemble des espèces connues dans le monde. Et pourtant, cet espace se fait piller, brûler avec une indifférence impitoyable. Prendre l'altitude parce qu'on voit vraiment la déforestation de manière flagrante, avec des parcelles complètement rasées dans cet océan vert. Chaque jour, à Puerto Maldonado, s'ouvre le balai incessant des bateaux chargés de bois précieux. Un grand nombre de compagnies forestières exploitent sans permis, coupe les hectares de forêt dans des zones protégées. Elle menace ainsi les populations indiennes qui ont toujours vécu dans la région en exploitant rationnellement leurs ressources. Le commerce illégal du bois et le trafic des essences rares prospèrent, enrichissant la mafia locale et internationale. Julio Kutsurichi, indien Shipibo, se bat depuis plus de 10 ans contre la corruption et pour les droits des peuples autochtones. Il n'a jamais coupé les liens qui le retiennent à la forêt. Il en est devenu le porte-parole, et en avril 2007, il a reçu le fameux prix Goldman pour l'environnement. Comme son père avant lui, il défend les communautés isolées et son travail nous fait mesurer l'urgence de protéger la forêt et de donner aux générations futures
la chance de pouvoir profiter elles aussi de la pharmacopée naturelle. Si nous travaillons ensemble, nous irons plus loin. Cette réunion fait partie de l'essence même de votre travail, comme médiateur, porte-parole de l'Amazonie? Oui, cela représente une grande partie du travail de notre organisation et de ma propre personne. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir cette réunion très importante avec la municipalité de Madre de Dios de Tambupata, qui a enfin choisi d'associer les populations indigènes aux décisions collectives face aux problématiques que nous rencontrons. Nous allons par exemple avoir une réunion décentralisée afin de créer un secrétariat indien. C'est vraiment un moment historique qu'on attendait depuis plusieurs années. Julio me propose de l'accompagner sur une de ses missions en forêt. L'acajou, tout comme le cèdre, est un bois précieux dont la coupe et le transport sont interdits depuis octobre 2001. L'acajou est au commerce illégal du bois, ce que la cocaïne est au trafic de drogue. Une plus-value inégalée. 1 mètre cube d'acajou s'achète 10 $ en pleine forêt. Un tronc représente environ 5 mètres cubes. Une fois travaillé en Syrie et découpé en superbes planches, le mètre cube se revend 1 200 $ aux États-Unis et en Europe. De quoi exciter les convoitises. 5000 m² de la forêt tropicale et équatoriale disparaissent chaque seconde. 8750 espèces d'arbres tropicaux sont actuellement menacées d'extinction et avec elles des centaines d'espèces de plantes médicinales. C'est un spectacle très triste, hein? Oui, super triste. Que pense la terre-mère? Oh, elle souffre. Oui, elle souffre énormément. Hein. Oh. Dis-moi, Julio, on dit qu'il y a plus de 80% du bois qui est exporté, provenance de l'Amazonie, qui est illégal. Hein. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour empêcher ce commerce-là illégal du bois? Notre idée est que ce soit les communautés elles-mêmes qui coupent les arbres, que ça ne tombe pas dans les mains des bûcherons. Nous essayons de mettre en place la manière dont les communautés pourront gérer leur propre territoire et obtenir des autorisations et des crédits du gouvernement. Quand on travaille pour sa propre communauté, on prend soin de la forêt, on gère mieux les ressources. Quand ce sont les bûcherons qui travaillent, ils rasent tout. Et c'est ce qui se passe un peu partout en Amazonie. Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu entrevois déjà un petit peu de l'espoir par rapport à ces 10 années que tu passes à combattre? J'ai de l'espoir quand je vois que les communautés s'investissent pour la reforestation. Par exemple, une des choses que nous faisons, c'est de replanter nous-mêmes des acajous. Et c'est une façon de dire que nous, les Indiens, sommes capables de faire avancer les choses. Oui, et c'est comme ça, d'ailleurs, quand les consciences vont petit à petit changer, que les choses vont vraiment démarrer. C'est tout ce travail que tu fais, vraiment de terrain, et de mettre en place tous ces programmes. Pour le peuple indien, notre forêt est notre marché. On y chasse, on y pêche, on y travaille, on y puise notre médecine. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous nous comprenons avec la forêt. Elle nous donne tout. Nous sommes concernés car c'est ici que nous vivons et que nos enfants vivront. La spiritualité fait partie des peuples indiens. Ici en Amazonie, nous devons valoriser nos médecins traditionnels, car ils sont nos guides dans la vie et sont des ponts entre nous et la nature, par leur connaissance et leur savoir ancestraux. Notre société moderne n'aurait-elle pas de leçons à puiser dans la sagesse des Indiens?
N'est-il pas temps d'accorder les battements d'un monde devenu fou aux pulsations de la forêt, d'écouter ce langage de la nature et de ses gardiens? L'heure des savoirs traditionnels a peut-être sonné, aujourd'hui que les systèmes de développement modernes ont prouvé leur incapacité à préserver l'harmonie entre la nature et les hommes.